Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder deux thématiques. Nous allons d'abord parler de l'économie chinoise avec des chiffres de croissance qui ont été un peu décevants sur le premier trimestre. Et puis, on évoquera aussi une polémique entre économistes. Alors, pas une polémique obscure, mais une polémique qui tourne autour de la politique budgétaire. Et ça vous concerne vous, ça me concerne moi, et on en parlera un petit peu plus tard. Premier point sur l'économie chinoise, la croissance du premier trimestre a été publiée. Elle est un peu en repli par rapport à ce qui était observé au dernier trimestre 2012. On le voit sur le graphique ici, 7,7% contre 7,9% au dernier trimestre 2012. Alors ça peut paraître fort, mais si on regarde toute la série, on avait des chiffres beaucoup plus forts par le passé. La moyenne historique est plutôt à 10% sur les 20 dernières années. Et là, on voit bien que le signal est assez faible. Alors, ça traduit une fragilité de l'économie chinoise. On le voit sur la production industrielle, on le voit sur l'investissement. On a des signaux qui sont moins vigoureux que ce qui était attendu. Et là, il y a une espèce de décalage entre les enquêtes qui ont été menées et qu'on avait évoquées dans cette chronique, qui montraient une stabilisation de l'économie et sur laquelle tout le monde se focalisait. Et puis ces chiffres de croissance qui sont un petit peu moins bons qu'attendus. Alors, quelle incidence? Eh bien, l'incidence forte, c'est que comme par ailleurs on a des chiffres un petit peu plus décevants, un peu moins porteurs aux États-Unis, eh bien, il y a une vraie interrogation sur la dynamique de l'économie globale. On avait trois pôles, la Chine, les États-Unis, la zone euro, l'Europe. L'Europe, on sait que l'activité y est faible, donc là, ce n'était pas un enjeu, mais on attendait aux États-Unis et en Chine des signaux plus favorables sur la dynamique d'activité avec un effet d'entraînement sur l'ensemble de la planète. Et premier signal, celui de l'économie chinoise, qui est un peu décevant par rapport à ce qui était attendu. Et donc, ça remet en question, ça interroge sur la dynamique qu'il va y avoir effectivement tout au long de l'année sur l'économie globale. Si la Chine ne donne pas n'a pas le rôle de locomotive. Et si les États-Unis, comme on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers jours, a des chiffres un peu décevants, eh bien, on devra s'interroger sur la dynamique globale. Et ça n'arrange pas, d'une certaine manière, les affaires de l'économie européenne, parce que si effectivement les États-Unis et la Chine ont des dynamiques un peu décevantes, eh bien, en aucun cas, elles ne tireront l'économie européenne vers le haut. Et ça, c'est quelque chose de préoccupant. Donc voilà, c'est ce point-là, cet aspect-là qu'il faut avoir à l'esprit. Alors c'est probablement une des raisons pour lesquelles un certain nombre de matières premières, je pense notamment au pétrole, ont eu une allure un petit peu plus fragile, avec des replis assez significatifs. Deuxième point sur la polémique que j'évoquais. En fait, c'est une polémique qui porte sur un point très précis. Il y a, en 2008-2009, deux économistes américains avaient publié un document, un article suggérant que quand la dette publique en pourcentage du PIB arrivait à 90%, eh bien, cela avait un impact très fort sur la croissance. La croissance ralentissait très rapidement. Alors, pourquoi ce papier a pris de l'importance? Eh bien, tout simplement parce que ça permettait d'aller dans une case qui n'était pas remplie. En fait, les économistes s'interrogeaient et s'interrogent depuis très longtemps sur l'éventuelle relation qu'il peut y avoir entre le niveau de la dette et la croissance. Il y avait tout un tas d'interrogations et on n'avait pas de réponse claire. Alors on n'avait pas de réponse théorique, mais là, c'est des économistes, Carmen Reinhardt et Kenneth Rogoff, ont bouché ce trou dans l'approche économique en disant, ben voilà, il ne faut pas dépasser 90% parce que sinon, ça a un impact fort sur la croissance économique. Et donc, ça a été un ferment de toutes les politiques d'austérité, de dire attention, quand on arrive aux alentours de 90%, eh bien, on prend un risque fort sur la croissance. Donc ça, c'est le premier point, en fait. Et il y a eu des résultats publiés très récemment. Cette logique, cette causalité est totalement remise en cause. Le fait d'arriver à 90% n'a pas l'impact de rupture qui était dans le papier initial de Reinhardt et Rogoff. C'est un point important parce que comme il n'y avait pas de construction théorique, de causalité entre la dette et la croissance, entre la croissance et la dette, on n'avait pas de lien théorique entre les deux, on avait juste cette dynamique empirique, cette remarque empirique, et si elle ne tient pas, eh bien ça veut dire que
la politique économique, la politique budgétaire doit être repensée d'une façon très différente. En d'autres termes, si la limite de 90% n'est plus une limite forte et qui crée une rupture, eh bien, on doit imaginer que 90%, c'est vrai que c'est quelque chose d'élevé en termes de dette publique, mais ça n'a plus ce caractère contraignant que beaucoup imaginaient. Et c'est cette situation, cette discussion qui va s'ouvrir, qui doit s'ouvrir parce que les résultats sont probants. Les résultats sur le fait qu'arriver à 90% n'a pas un impact trop fort sur la croissance, c'est ce résultat qu'il faut intégrer désormais dans les discussions de politique économique. Probablement que ça changera des choses aux États-Unis, mais ça changera aussi l'approche, certainement, en Europe. Et c'est quelque chose qui aura des conséquences durables sur notre façon de réfléchir à l'économie et à la politique économique. Je vous remercie.